Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes finances et moi. Ulrich, le co-auteur du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne. Salut à tous, c'est Joël, le co-auteur de ce podcast, et bienvenue sur l'épisode numéro 5 de notre podcast. Cet épisode est un épisode spécial France. Alors, si vous êtes en train de nous écouter de la France, ça c'est l'épisode, c'est pour vous, c'est l'épisode pour vous. J'ai fait cet épisode spécial France parce que l'épisode dernier, c'était un épisode spécial Allemagne, et pour compenser ça, alors j'ai créé une thématique qui sera spécialement... qui est spécialement lié à ceux qui vivent en France, qui veulent organiser leurs finances. Mais avant de passer aux spécificités de la France, j'aimerais vous raconter un peu deux, trois phrases qui me sont revenues depuis le début de ce podcast. Je vais prendre comme ça l'exemple de Linda qui me dit « Gars, j'aimerais bien épargner, mais je n'arrive pas, c'est difficile, c'est pas facile. » Et en même temps, il y a encore Serge qui me dit, gars, tu sais quoi, ton affaire de finances, là, c'est vrai, c'est bien et tout. Mais tu sais que, gars, on est dans un système, tu vois que les gens, le système bancaire, c'est les gars, ils font tout pour nous bouffer l'argent. On ne peut rien faire. Tu vas monter, tu vas descendre, gars. À la fin, c'est tout eux qui vont se sucrer sur ton dos. Après, il y a Christelle. Christelle qui dit que, gars, moi, je veux pas me casser la tête, tout pour moi, tout mon épargne, ça reste à mon compte courant. Et puis quand j'ai besoin, je les utilise. Après, tu as Alex. Alex, lui, il a les actions d'Amazon. Il me dit que de temps en temps, il fait le trading, le day trading, crypto-monnaie, tout et tout. Donc, il est sur tous les terrains là où il juge que, voilà, il pourra gratter comme ça des intérêts pour multiplier son épargne. Voilà, quoi. Avec ces retours, ce que je peux dire, c'est quoi? Les gens essayent de mettre derrière la première chose qu'ils prennent, par exemple, voilà, la majorité des gens, ils essayent de mettre de côté ce qui reste après la consommation. C'est-à-dire, ils ont consommé, ils ont eu leur salaire, ils ont fait les dépenses fixes, les dépenses courantes et tout et tout. À la fin du mois, le train dit, qu'est-ce qui reste ce mois? C'est voilà le nouveau mois qui va commencer. Voilà, je peux épargner comme ça. Alors, le truc, c'est que généralement, à la fin du mois, il n'y a plus grand chose, hein. Parfois, on est même souvent à découvert. Après, il y a ce sentiment toujours de se restreindre chaque mois. Tous les mois, ça va te restreindre parce que, tu veux qu'à la fin du mois, il reste une bonne portion de ton salaire que tu vas pouvoir mettre de côté. Donc, ça engendre une certaine frustration. Ce qui fait qu'épargner dans la vie quotidienne, généralement, ça a une connotation, négative, péjorative. Et à la fin, toi-même, tu as l'impression d'être un radin, quoi. Alors aujourd'hui, si tu t'es retrouvé sur les paroles de Linda, Serge, ou bien Alex, ou bien Christelle, alors aujourd'hui, cet épisode-ci, tu vis en France. Cet épisode-ci, c'est pour toi. Je te présente un plan très simple, efficace pour organiser tes finances de telle sorte que tu as toujours une avance sur les imprévus et malgré tout, tu fais multiplier ton argent. Moi, j'appelle ça l'équipe type de tes finances. Alors, quel compte d'épargne ou bien quel compte de placement as-tu besoin? Comment épargnes-tu? Pour quel objectif? Alors, cet épisode-ci aura deux parties. La première partie, qui est cet épisode, c'est dédié spécialement à la France. La semaine prochaine, elle sera dédiée à ceux qui vivent en Allemagne. Mais peu importe, le principe est le même. Ce qui suit, pour moi, c'est le B.A.B.A. C'est le guide. Tout ce podcast, tout ce que je vais dire autour de ce podcast va tourner autour de ce principe d'épargne, d'investissement, de placement. Aussi simple que les principes dont je vais énumérer pendant cet épisode et l'épisode prochain, aussi simple qu'ils soient, c'est la profession de foi pour organiser de manière optimale tes finances. Donc, en France, tu n'as besoin que de 4 comptes. Uniquement de 4 comptes. Je dis bien 4.
4 comptes pour gérer toutes tes finances durant, je peux dire, presque toute ta vie, pas plus. Pour bien placer ton argent, tu dois choisir de bons intermédiaires. Alors, le premier compte, c'est ton compte courant. Il faut avoir un compte courant dans une banque en ligne. Elle doit être gratuite, car elle est pratique, économique que les banques traditionnelles. Donc, il n'est pas nécessaire de se déplacer en agence pour gérer ses finances. Tout est gérable sur votre compte client. Le suivi de votre compte courant, les produits d'épargne, virements, commandes de chéquier, tout. Le service client est disponible sur une très large horaire. Par exemple, Boursorama est ouvert jusqu'à 22 heures de lundi à vendredi. Et de nombreux autres avantages pour mieux gérer votre argent dont je vais parler dans ce podcast. Ces banques en ligne sont autant sûres que les banques traditionnelles, car il y a une loi européenne qui dit vous avez une garantie de dépôt de 100 000 euros par personne et par établissement bancaire. Parce que pour votre compte, vous pouvez le faire sur votre téléphone ou bien sur un ordinateur en ligne. Les demandes de crédit, les crédits aussi bien d'immobilier de consommation, tout se passe en ligne et très souvent à des taux avantageux que les banques traditionnelles. Ces néobanques, ces nouvelles banques qui ont vu ces derniers jours ont pour but de concurrencer les banques traditionnelles. Elles vous offrent les meilleurs produits et les services à moindre coût. Dans les néobanques, vous avez des comptes courants et votre carte bancaire qui sont gratuits à vie, avec un potentiel d'investissement pouvant aller jusqu'à 200 euros par an. Je parle bien de 200 euros. Les cartes haut de gamme, Visa ou bien Mastercard, en fonction de vos revenus, vous pouvez les avoir gratuitement. Avant de choisir un compte courant, il ne s'agit pas seulement de dire, OK, le compte courant est gratuit et la carte bancaire est gratuite. Mais il faut que votre compte bancaire, que la banque soit le point d'accès pour d'autres produits d'épargne pour construire votre patrimoine ou financer des projets de vie, que ce soit l'immobilier, par exemple, ou bien si vous voulez épargner sur le long terme pour votre retraite dans la bourse. Les banques en ligne ont l'avantage que, par exemple, les assurances vie sont sans frais de versement, sans frais d'entretien de compte, avec des fonds euros largement plus performants que les banques traditionnelles. Alors, si vous êtes un étudiant ou bien vous avez des revenus modestes, je vous conseillerais la banque Boursorama. Par contre, si vous êtes jeune actif ou bien des seniors, les deux banques qui se valent en termes de conditions et en termes de qualité de service et de prix, Boursorama et Fortuneo. Par contre, si par votre profil de vie, par votre profil de revenus, vous faites beaucoup de transactions en cash, je vous conseillerais la Hello Bank, qui est une banque en ligne qui est la filiale de BNP Paribas. Donc, vous pouvez utiliser les infrastructures de la BNP Paribas pour faire vos dépôts en espèces et en chèques. Comment est-ce que vous faites pour changer votre banque? Vous choisissez l'une des banques dont j'ai mentionné tout à l'heure. Vous ouvrez votre compte en ligne. Vous le testez en gardant en parallèle votre ancienne banque en attendant d'être rassuré. Dès que vous êtes satisfait, vous signez un mandat de mobilité bancaire. Un mandat de mobilité bancaire, c'est quoi? C'est que vous donnez l'autorisation à votre nouvelle banque de se charger des formalités administratives pour informer tous les organismes qui, par exemple, EDF pour votre facture d'électricité, ou bien je ne sais pas quelle entreprise que vous utilisez pour vos services de téléphonie et d'internet, les impôts, les mutuelles. Cette banque-là va informer ces organismes-là ou bien ces entreprises avec qui vous êtes en contrat de votre nouveau identité bancaire. Donc, vous n'avez pas à vous casser vous-même pour informer tous ces gens-là pour le faire. Et votre banque ferme votre ancien compte bancaire. Soit vous avez plusieurs possibilités. Soit il s'agit simplement de dire, OK, vous fermez l'ancien compte bancaire, vous rapatriez tous les sous dans le nouveau compte bancaire. Soit justement, juste informer ces gens qui vous ont un contrat pour votre loyer éventuellement, comme j'ai dit, énergie, téléphone, ainsi de suite, de vos nouveaux comptes bancaires. Mais pour moi, à quoi ça sert d'avoir deux comptes bancaires là, l'un là vous payez quoi. Donc, selon moi, ça suffit seulement de dire, OK, vous résiliez tout, on transporte tout votre, tout ce qui est encore dans votre compte bancaire là, dans votre nouveau compte bancaire. Par contre, là, je parle uniquement du compte courant. Par contre, si vous utilisez d'autres produits bancaires si votre ancienne bancaire soit livret A ou bien je ne sais quoi, c'est vous-même qui devez vous occuper, éventuellement de transférer ça. Mais comme on a dit, le premier, c'est votre compte courant. Lui, c'est le gardien des buts. Il doit être gratuit. Il ne doit vous coûter rien et vous offrir
le maximum de services à des coûts assez compétitifs. Et les banques en ligne sont comme ça, à mon avis, offrent les meilleurs produits dans ce domaine. Le deuxième compte dont vous avez besoin, c'est un livret A. Pour moi, il est le défenseur. C'est la défense. Il défend contre l'inflation. Donc, sa vocation, c'est de compenser l'inflation pour ne pas s'appauvrir, sans vous rendre riche, quoi. Car il a un taux seulement de 0,5% par an qui est d'ailleurs fixé par l'État. C'est pas les banques qui fixent le taux d'intérêt des livrets A. Et dans ce livret A, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez ce que j'appelle votre épargne d'urgence, ou encore d'autres appellent l'épargne de précaution. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à l'épisode 2 de ce podcast, là où je vous explique ce que c'est et comment vous pouvez savoir comment créer, quelle est votre capacité d'épargne pour rapidement créer votre épargne d'urgence ou épargne de précaution. Il est limité à 23 000 euros par personne. Donc, vous pouvez y faire des versements jusqu'à 23 000 euros. Il est disponible immédiatement, sans pénalité, c'est-à-dire à tout moment, vous pouvez virer du livret A à votre compte courant et l'utiliser. D'ailleurs, je vous dirais déjà, de préférence, ouvrez votre livret A dans un compte, dans une banque là où votre compte courant n'y est pas. Ça a l'avantage psychologique. Vos épargnes que vous mettez dans votre livret A là, vous ne le voyez pas. Et du coup, comme vous ne le voyez pas, la tentation de les dépenser est moindre. Je le répète déjà assez. Mais si vous voulez vraiment l'utiliser, vous faites un virement rapide sur votre compte courant et vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est pour cela que dans le livret A, vu le taux rémunérateur déjà assez bas, qui n'est pas grand-chose, mais qui est mieux que d'un compte courant, vous ne devez mettre qu'une petite partie de votre patrimoine, qui est, votre épargne de précaution qui peut être 3 mois de vos revenus. Si vous avez plus de charges, c'est-à-dire si vous avez des enfants, vous êtes marié, normalement, ça devrait être plus. Et dans revenu, je ne parle pas seulement de salaire. Je parle même de toute autre prestation que vous recevez, je ne sais pas, que ce soit de la CAF, ou bien je ne sais pas quel organisme. Donc, tout ce qui entre en positif dans votre compte bancaire, de manière régulière, c'est un revenu. C'est pour ça que je vous invite encore à aller à l'épisode 2 de ce podcast pour comprendre l'utilisation. Je parle de cahier budgétaire, de son utilisation et comment vous pouvez mieux calibrer votre épargne d'urgence. Privilégiez si vous êtes un jeune ou bien que si vous remplissez les conditions pour vous êtes éligible à livre d'épargne populaire, ouvrez plutôt un livre d'épargne populaire, c'est-à-dire une variation du livret A. Donc on a dit le livret A, c'est la défense, une variation, ça peut être le livret jeune ou bien le livret d'épargne populaire si vous êtes éligible, car ces derniers ont de meilleurs rendements. Alors maintenant, on va passer à la troisième étape. Comme j'ai dit, le livret A, c'est juste pour l'épargne, c'est la défense. Son but, comme dans une équipe de football ou bien dans une équipe de sport collectif, le but ce n'est pas de marquer des buts. Il peut marquer des buts, mais c'est pas son but principal. Donc la défense, donc il vous freine, il lutte contre l'inflation pour vous. Alors maintenant, pour bien faire travailler votre argent, il faut investir sur des vrais placements, plus rémunérateurs sur le moyen et le long terme. C'est pour ça qu'on va passer au troisième, le milieu de terrain. C'est l'assurance vie. C'est l'assurance vie. C'est là où vous commencez vraiment à faire des placements intéressants sur le moyen et le long terme. Alors, qu'est-ce que l'assurance vie? L'assurance vie, c'est un produit d'épargne à la base. Contrairement à ce que son nom peut le dire, c'est pas une assurance, c'est un produit d'épargne. Je vais faire un épisode spécial pour les assurances vie avec plus de détails, mais aujourd'hui, c'est juste de vous expliquer en gros ce que c'est et que vous devez l'avoir. Et dès aujourd'hui, après cette émission, prenez date. Ouvrez dès maintenant une assurance vie sans frais sur versement pour faire commencer à courir la limite de 8 ans nécessaire pour profiter de la défiscalisation, de cet avantage-là. Lorsque vous avez déjà mis votre épargne d'urgence de côté et que vous avez ce long terme, l'assurance vie, c'est le couteau suisse. Comme je l'ai dit, c'est une niche fiscale. En dehors, donc vous ne payez pas d'impôt sur le revenu dessus. Vous payez juste les prélèvements sociaux qui tournent autour de 17,2%. Il vous sert de produit d'épargne et aussi un produit de prévoyance. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les 8 ans
dont on parle dans l'assurance vie, dont peut-être vous avez entendu parler, il ne s'agit pas que vous ayez cotisé pendant 8 ans. Non. C'est l'âge du contrat qui fait foi. Donc, même vous pouvez ouvrir aujourd'hui votre assurance vie et faire le premier versement obligatoire selon les banques qui vous permet d'ouvrir. Et le laisser lorsque vous aurez déjà constitué votre épargne d'urgence avant de continuer maintenant à faire les versements sur l'assurance vie. Alors, n'attendez plus. Soyez prévoyants. Ouvrez-le maintenant. Ouvrez-le à la fin de cette émission, un compte d'assurance vie. Alors, comme ça, on the go, je vous conseille déjà le courtier l'INSEA à venir. L'INSEA, je vais l'écrire encore dans le show note de cette émission. Enfin, du moins, toutes les informations, ou bien toutes les banques, tous les conseils, je les mettrai dans le show note de l'émission pour pouvoir directement passer à l'action. Nous sommes en 2021 et voilà, gérer, c'est anticiper. Alors, les courtiers en ligne, dont j'ai mentionné déjà un, j'ai parlé de l'INSEA, assurancevie.com, placement direct FR. Ce sont des courtiers en ligne. Mais derrière ces courtiers, ils vendent des assurances, des assureurs comme Generali, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, ainsi de suite. Donc, ils ne détiennent pas votre argent ou bien votre assurance, non. Ils sont juste des intermédiaires qui vous vendent des assurances vie-là à de meilleures conditions que si vous alliez directement chez ces gros assureurs-là. Alternativement à ces courtiers en ligne, un plan B pour ceux qui sont encore en mode paresseux, si je peux dire ça comme ça. Il y a par exemple ceux que j'ai parlé lors des comptes courants de Boursorama. Boursorama Vie offre aussi une assurance vie qui n'est pas mal. Elle est, contrairement à l'INSEA ou bien les autres courtiers en ligne, c'est une alternative. Voilà, c'est une alternative, quoi. Il y a Boursorama Vie, il y a Fortuneo Vie, et il y a l'assurance vie aussi de Hello Bank. Donc, si vous êtes déjà client de cette banque-là et que vous dites, je ne suis pas très sûr, c'est que je vous le raconte dans un podcast-là, je ne suis pas sûr. Alors, commencez déjà par ces assurances vie de ces banques-là. Comme je me répète encore une fois, je mettrai toutes ces informations dans le show note de ce podcast. Ce qu'il faut en gros savoir sur les assurances vie, c'est, je crois depuis 2017, si je me rappelle bien, je peux me tromper un peu sur les dates. Voilà, tous les contrats d'assurance vie que vous aurez seront basés sur 2 principes. Les fonds euros à capital garanti par l'assureur et les unités de compte qui sont en fait des placements en bourse. Lorsque si vous ouvrez aujourd'hui une assurance vie, votre versement, votre épargne sera répartie dans ces 2-là. Et comment est-ce que les assureurs répartissent ça? Vous avez 2 possibilités. Ce qu'on appelle la gestion libre, c'est-à-dire vous décidez vous-même quelle allocation vous allez faire en fonds euros. Fonds euros, ce sont juste des placements boursiers, généralement des emprunts aux États européens ou bien aux caisses de retraite. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et non pas une forte rentabilité. Ce que vous retenez, c'est qu'ils n'ont pas une forte rentabilité et non pas une grosse volatilité. Mais voilà, les intérêts sont mieux, par exemple, que dans un livret A. Ça va tourner autour de, en moyenne, de l'année 2019, ça va tourner entre 1,50 et 2% l'année. Par contre, vous avez aussi le facteur unité de compte, comme je dis, qui sont les investissements en bourse, parce que, la banque peut-être, veut encore un peu grignoter un peu les opportunités qui peuvent se trouver sur les marchés boursiers et qui sont aussi à risque, parce que la réalité, c'est que le pire des cas, c'est que le pire des scénarios, c'est que la partie que vous allouez dans les unités de compte, vous pouvez, entre guillemets, la perdre dans le sens où la valeur boursière est 0 au moment où vous voulez faire un retrait de cette partie-là. Mais là n'est pas le souci. Comme j'ai dit, vous n'avez pas à craindre par cela. De toutes les façons, vous n'aurez pas le choix. Il y a très peu d'assurances aujourd'hui que vous offrent encore seulement les investissements dans les fonds euros. Donc, mais vous pouvez dire, OK, je veux la gestion pilotée. Votre courtier ou bien votre banque va vous poser des questions pour connaître votre profil d'investisseur. Et maintenant, vous dire, OK, vous allouez en fonction de vos réponses, vous serez en profil défensif, un profil équilibré ou bien un profil opportunité. Un profil défensif, ça sera généralement une répartition du genre 75% dans les fonds, 75% de vos versements dans les fonds euros, 25% dans les unités de compte ou bien dans les actions. Et un profil équilibré, ça sera du 50%, et un profil offensif ou bien un profil opportunité, comme les jolis mots marketing qu'ils aiment bien utiliser, ça sera déjà 75% dans une unité de compte et
25% dans les euros. Donc, ça sera à vous de savoir. Mais il vous faut déjà une assurance vie. Comme je dis, quitte à réfléchir après comment changer votre profil, ouvrez-les aujourd'hui, quitte à le mettre déjà même seulement en profil défensif. Je vais vous parler de l'équipe type. Donc, on a parlé. Le gardien, c'est votre compte courant. La défense, le livret A, votre milieu de terrain, c'est l'assurance vie. Alors maintenant, une variation de cette équipe type, c'est que vous pouvez vous dire, ok, étant donné que j'ai des projets à court terme, mais mon livret A ne me donne pas assez d'intérêt. Donc, voilà, ou bien j'ai déjà versé la quantité que j'aimerais pour mon épargne d'urgence dans mon livret A, il est entre guillemets plein. Maintenant, j'ai des projets à moyen terme. Voilà, je vais lui mettre l'épargne. Alors, je vous conseillerais d'ouvrir une assurance vie pour cette épargne-là et vous le mettez en mode défensif, c'est-à-dire une répartition du genre 75% fonds euros, 25% unité de compte. Et avec la bonne assurance vie, vous aurez une rentabilité qui va tourner autour de 1,5% qui est déjà par an, qui est déjà mieux que les laisser dans un second livret A ou bien dans le livret A, là où votre épargne d'urgence y est logée. Une deuxième assurance vie pour la rentabilité, là où vous allez en mode opportunité. Là où vous dites 75% de mes versements seront en unité de compte et 25% en fonds euros. Et si vous doutez encore, voilà, vous pouvez faire de 50%, une allocation 50%, 50%. Ça, c'est comme ça une variation de votre équipe type. Là, vous avez 2 milieux de terrain, assurance vie pour l'épargne, assurance vie pour la rentabilité. Alors maintenant, on passe au quatrième. Le quatrième, c'est le plan d'épargne en action, encore appelé PEA. Le plan d'épargne en action est une enveloppe idéale pour investir en bourse. Et ça, c'est le motto, on appelle ça la devise de mon podcast. Vous encourager à investir en bourse. Alors, l'outil, pour commencer, l'outil idéal que moi je conseillerais, c'est le plan d'épargne en action. Pourquoi est-ce que le plan d'épargne en action? Parce qu'il offre une enveloppe fiscale très attractive vous permettant de loger une multitude de titres européens ou bien de trackers ou bien de titres d'entreprises françaises. Elle est limitée à une seule personne majeure et contribuable, c'est-à-dire il faut être contribuable français et le plafond est limité à 150 000 euros de versement. Alors, pas les intérêts. Donc, vous pouvez faire des versements jusqu'à 150 000 euros. Si les intérêts sont plus, ce n'est pas un souci, mais vos versements seront limités à 150 000 euros et tenir au moins, c'est-à-dire tenir au moins 5 ans. Quand je dis tenir 5 ans, ça veut dire quoi? Naturellement, ça veut dire retirer l'argent de votre plan d'épargne pour le mettre dans votre plan d'épargne en action pour l'utiliser, pour vous mettre dans le compte courant. Par contre, vous pouvez le vendre, je vais dire, vous pouvez vendre si vous avez investi dans certains titres, vous pouvez les vendre et ils seront reversés dans votre compte d'épargne action aussi longtemps que vous ne retirez pas cet argent-là de votre plan d'épargne action pour votre compte courant. Vous respectez les conditions pour profiter de la fiscalité. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'à chaque fois que vous allez peut-être éventuellement vendre un titre en action ou bien quelque part de tracker, que vous perdez cette fiscalité-là. Donc, il faut tenir 5 ans avant de faire votre premier retrait complet, c'est-à-dire retrait du plan d'épargne d'action pour votre compte d'épargne courant, pour profiter de la fiscalité. Profiter de la fiscalité, ça veut dire quoi? À partir de 5 ans, ça veut tenir au moins ces 5 ans, vous payez uniquement les prélèvements sociaux sur les bénéfices. Vos versements ne sont jamais imposés. Vous ne payez jamais les impôts sur vos versements. Donc, c'est seulement sur les bénéfices engendrés. Et comme je dis, uniquement lorsque vous avez fait un retrait sur votre compte courant. Alors, quel courtier est-ce que je propose pour les plans d'épargne en action? Je vous propose Fortuneo et Bourse Direct. Donc, je reviens un peu sur la fiscalité parce que c'est l'élément clé. C'est pour ça qu'un PEA, un plan d'épargne en action est très avantageux. L'imposition ne s'applique que lorsque l'argent quitte complètement de votre PEA, c'est-à-dire un virement en espèces de la poche. Parce qu'un PEA, lorsque vous allez ouvrir chez un courtier, que ce soit Boursorama ou n'importe quel courtier, en fait, il vous ouvre 2 comptes. Il vous ouvre un compte en espèces et un compte de placement. Le compte en espèces, c'est que vous faites, si vous dites, ok, disons un exemple, vous virez 100 euros de votre compte courant que vous avez peut-être eu chez Boursorama, vous le virez dans votre compte en espèces de votre PEA. Et c'est de votre PEA qu'est pris de l'argent pour investir sur les trackers ou bien sur les titres que vous aurez choisis. Mais si vous vendez, par exemple, je donne un exemple,
vous avez acheté des titres sur les entreprises françaises, comme par exemple, je donne un exemple, Air France, et que vous vendez les parts, vous vendez ces parties-là, l'argent sera versé sur votre compte espèce de votre plan d'épargne d'action. Ça ne sera pas versé sur votre compte courant. Donc, sur cette vente-là, si vous avez réalisé des bénéfices, vous ne payez pas d'imposition. Par contre, si vous retirez cette vente-là de votre compte espèce pour votre compte courant, c'est là que vous payez, vous serez imposé. Et si vous avez tenu jusqu'au moins ces 5 ans, vous allez payer uniquement les prélèvements sociaux qui tournent au-dessus de 7,2%. Ça, ce sont les cartes comptes dont vous avez besoin si vous êtes en France. Mais si vous êtes déjà arrivé jusqu'à ce point-là et que vous voulez aller plus loin en termes d'investissement en bourse, il y a ce qu'on appelle les comptes titres ordinaires, abrégé CTO. Là, vous pouvez acheter les actions d'entreprises internationales, que ce soit Amazon, Alibaba, Tesla. Mais aussi d'autres produits financiers, peu importe le produit. Je veux considérer tous les titres qui sont éligibles pour un plan d'épargne d'action, vous les mettez dans un PEA. Tous les titres. C'est uniquement les titres qui ne sont pas éligibles dans un PEA et que vous souhaitez à tout prix le faire, vous pouvez le mettre dans un compte titre ordinaire. Ça reste une possibilité, mais moi je dirais, avec un PEA, vous investissez sur les trackers mondiaux comme MSCI World, vous tenez longtemps. C'est uniquement, à mon avis, la seule condition que vous devriez penser un CTO, un compte titre ordinaire, c'est lorsque vous avez dépassé la limite de 150 000 euros qui est prévu, le plafond de 150 000 euros qui est prévu, de versement bien sûr, uniquement de versement de 150 000 euros qui est prévu pour les PEA. Pour moi, c'est la seule condition. Vous ne devez pas courir à gauche et à droite pour chercher les titres individuels. Diversifiez vos investissements en investissant sur les trackers comme MSCI World, comme le MSCI Emerging Market. Donc, ça c'était comme ça. L'équipe type pour vos finances en France. Donc, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Vous n'avez pas besoin de produits compliqués. Si vous avez d'autres idées, comment on peut améliorer les placements, les investissements, faites-nous un commentaire dans ce podcast. Je me ferai le plaisir de les lire au prochain épisode, de vous répondre. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles. Un commentaire nous ferait énormément plaisir pour continuer à vous produire des contenus de qualité. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles. Un commentaire nous ferait énormément plaisir. Ça nous encouragera à produire des émissions de qualité et bien sûr à nous améliorer tous les jours. Rendez-vous comme ça au prochain épisode, l'épisode numéro 6. Nous allons parler de l'équipe type pour organiser les finances cette fois-ci si vous vivez en Allemagne. Ciao, ciao.